Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Hello Romain, merci de participer au podcast Real Insiders. Merci Joël pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Yes, je m'appelle Romain Kirchhoff, j'ai 33 ans, je suis né à Genève, j'ai fait l'EPFL en génie civil, puis un master en management de la technologie, toujours à l'EPFL. D'accord. Je pense qu'on va pouvoir revenir sur le parcours et actuellement je suis CEO de la boîte Ouzufly. Ok, génial. Ce qui m'a beaucoup intéressé chez toi, parce que je vous suis depuis un petit moment, c'est aussi vraiment le parcours qui est pas forcément atypique, mais il y a des petites filières qui sont intéressantes. On y reviendra. Mais avant d'y revenir, aujourd'hui, Ouzufly, c'est quoi exactement? Parce que j'ai vu passer le slogan, souvent d'ailleurs, Google Earth sous stéroïdes. C'est une très bonne question et je pense Google Earth sous stéroïdes, c'est aujourd'hui ce qui fait comprendre au mieux possible aux gens qu'est-ce qu'on fait. Okay. Donc en fait, on fait de la modélisation 3D par drone et c'est exactement ce que fait Google Earth, qui font ça par avion. Okay. Et on applique les mêmes technologies, ça veut dire qu'on prend des milliers d'images par drone au-dessus des villes pour ensuite convertir toutes ces images en un seul modèle 3D photoréaliste. Ok. Donc ça, c'est notre métier numéro 1, ingénieur géomètre spécialisé en photogrammétrie. Oui. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Et il y a deux utilisations principales. La première, c'est pour les communes, de pouvoir prendre des mesures et d'éviter d'aller sur le terrain. Donc en fait, il y a un gain de temps énorme pour les communes. Ça devient un guichet cartographique 3D, si on veut. Trop bien. Et deuxièmement, et le plus important dans ce podcast aujourd'hui, c'est de présenter des futurs projets. Okay. On récupère les données BIM, les modèles 3D des architectes pour les intégrer dans ce socle 3D qu'on a modélisé pour ensuite les présenter, que ce soit pour des présentations publiques, des présentations aux autorités, aux riverains qui font opposition ou pour de la commercialisation. Trop bien. Et avant Ouzufly, tu avais déjà mis un pied dans l'univers de la start-up, sauf erreur à Londres, si j'ai bien lu ça. Est-ce qu'il y avait déjà à ce moment-là une envie claire de monter ton propre projet ou ça s'est construit plutôt progressivement, pardon? C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours voulu créer quelque chose. Et avant même le PFL, j'avais remporté un concours pour créer un site web et je voulais faire le Wikipédia pour les étudiants, par les étudiants. Où l'idée, c'est qu'il y avait un cours, il y avait 12 leçons, et du coup, on trouvait 12 étudiants, et chacun faisait le résumé d'un cours. Et du coup, ça faisait un Wikipédia. Du coup, j'avais été voir tous les directeurs de chaque section de l'EPFL. Il y a ceux qui disaient, ouais, c'est trop bien, et puis qui corrigeaient eux-mêmes cette page Wikipédia, et il y avait des autres qui disaient, c'est scandaleux, ça va être une détérioration de l'éducation. Donc, je pense qu'il se pareil avec l'IA maintenant, quoi. Aussi. Et du coup, je pense que j'ai eu cet attrait un peu toujours et j'ai eu la chance dans mon master d'aller à un cours qui m'a parlé d'une job offer, enfin d'une postulation qui existait pour un fonds de venture capital, donc de capital risque à Londres. Trop bien. Et c'est là que j'ai bossé 8 mois en tant qu'analyste, donc de recevoir plein de dossiers d'investissement de start-up. Et du coup, moi, je faisais le premier check de savoir si on allait plus loin ou pas. Ok. Et c'est intéressant, ça, comme job. Ça, c'est complètement un autre job, mais... C'est complètement un autre job. Ça, j'adorerais faire ça, tu vois. C'est un job assez sexy, assez recherché, on va dire. Parce que c'est génial, tu mets un pied dans le futur, en fait. Tu vois les nouvelles technologies, le monde de demain. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est de savoir, en termes de business model, qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Ouais. Et donc, t'as un énorme savoir-faire, en fait, sur cette partie-là. Ouais, j'ai eu la chance de faire ça. Et puis, il y avait une start-up où, normalement, tu comprends ce que fait une start-up en 3 minutes. Oui. Et là, il y en avait une, ça faisait 3 jours que j'ai dû faire des recherches pour comprendre ce qu'elle faisait. Ouais, et du coup, je l'ai rejoint.
parce que en fait j'ai adoré ce qu'ils faisaient, qui était complexe et qui faisait de la modélisation 3D pour des projets d'infrastructure. Et puis j'ai décidé de les rejoindre. Et du coup, à Londres, pour répondre à ta question, voilà, à Londres, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans cette start-up qui venait de lever de l'argent. Et ça, c'est une éducation géniale de voir presque tout ce qu'il faut pas faire, j'ai envie de dire. Bah oui, mais c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, pardon. Une boîte qui grandit énormément en 2 ans et demi, tous les problèmes qui vont avec, comment est-ce que tu mets en place des process, l'humain, etc. Donc trop bien. Donc j'avais les bonnes cartes en main pour créer, on va dire, la bien après coup. Ouais. Trop bien. Bah ça c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on devrait faire des articles Real Insider sur cette partie-là où tu analyses les projets, parce qu'il y a beaucoup de PropTech et de gens aussi qui me contactent à travers Real Insider où ils m'osprint sur le fait qu'ils veulent se lancer. C'est des nouvelles PropTech où ils ont des idées et puis des fois ils savent pas comment être accompagnés. Et je trouve qu'il manque de structure dans ce sens-là. Alors certes, tu as du Innovo, tu as du Genilem, on va y revenir. Ouais. Mais peut-être qu'il y a une version 100% immobilière qui pourrait faire sens. Mais déjà, publier quelques articles sur ça, je pense que les gens seraient très intéressés. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Je suis preneur. Moi, j'ai comme mission personnelle de promouvoir l'entrepreneuriat autour de moi. Donc, avec plaisir pour donner des petits tips. Génial. Et donc, au début, avec QDuFly, après cette étape-là, donc tu lances ta boîte. Au début, quelle était la plus grosse difficulté à gérer en passant de l'idée à la réalité? Alors, l'idée, finalement, du coup, c'est ton idée ou ça vient, tu t'es fortement inspiré de Londres? Alors, pour rien te cacher, je pensais initialement rentrer en Suisse pour rentrer dans une boîte et créer quelque chose de similaire. J'ai pas trouvé. Du coup, je suis retourné vivre chez ma mère en me disant, je vais essayer de développer quelque chose de similaire. Ouais. La première offre était pour la commune d'Asnières où je voulais faire un relevé topographique. C'est ce que j'avais appris à Londres. Oui. Et la cliente me dit, je comprends pas. Okay. Et du coup, là, j'ai compris, avant de faire une offre, il faut écouter ce que le client veut. Ouais. Et là, ce qu'elle voulait, c'était montrer à la population comment une extension d'école s'intègre dans l'existant. Et c'est là qu'Ouzufly est né, en fait, c'est de modéliser l'existant de manière photoréaliste. Donc, c'était quelque chose de nouveau, mais que je savais qu'il était possible. Et d'intégrer le future design, l'extension d'école. Et c'est vraiment ça qui a lancé l'idée d'Ouzufly, de faire ces modélisations 3D photoréalistes, qui était nouveau. L'intégration de projets. Je savais que c'était possible, je savais pas comment. Oui. Donc j'ai eu la chance ensuite de rencontrer le petit frère d'un pote qui était dans le gaming. On a pu faire une première vidéo et après j'ai pu rencontrer Théo Benazi par LinkedIn, qui est devenu cofondateur. Et qui lui a remis une couche sur cette vidéo. Oui. Et puis la cliente m'avait dit après la première vidéo on n'était pas sûr de continuer, mais là avec la deuxième vidéo donc t'as bootstrappé au début quoi. Complètement. T'as construit le produit. Ouais. Et ensuite t'es arrivé sur le marché directement avec QDuFly, parce que je crois que t'étais allé au REM il y a déjà 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous existez Ça fait un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans, et vous êtes une équipe de 10 personnes. Ok, ouais. Donc effectivement, au début, j'étais tout seul, de retour chez ma mère, comme ça, je payais pas de loyer. J'avais comme tout le monde, hein. sur mon compte bancaire. J'ai tout mis pour créer la boîte et puis l'équipe s'est créée au fur et à mesure. Il y avait d'abord des stagiaires, donc il y avait pas mal de turnover, etc. Oui. Et là, ça fait, on va dire, plus de 3-4 ans qu'on a une équipe vraiment solide. C'est tous des tueurs qui sont experts dans leur domaine, et puis c'est un plaisir. C'est bien, ça on adore. Du coup, la grosse difficulté, c'était surtout de servir le besoin du client. Voilà. Et c'est au final ce qui a créé Ouzufly, c'était vraiment de bien comprendre le marché et de développer cette 3D, cette connaissance, cette expertise de la modélisation 3D en réponse à un problème. Et pas l'inverse, ce qui est souvent le problème dans les startups, c'est on a une idée mais pas de marché. Oui. Et on veut forcer un peu l'idée qu'on a, mais sauf que s'il y a personne qui est prêt à payer, ça va mourir. Et toi, tu le vends comme un abonnement ou c'est un service one time? On a les deux. Pour les développeurs immobiliers, c'est souvent un one-time. C'est du service où on va modéliser l'existant, on intègre le projet et puis ensuite on regarde si on fait des images, des vidéos, un sélecteur d'appartements. Puis pour les communes? Pour les communes, on modélise. Oui. Donc c'est un one-off et ensuite il y a une licence pour la plateforme web annuelle. Ok, trop bien.
Ouais, du coup, vu que t'es entrepreneur, tu sais qu'il y a les deux types de modèles. Généralement, c'est souvent l'abonnement qui fonctionne le mieux. Exact. Si on veut pérenniser entre guillemets notre boîte, Ouais. c'est pour ça du coup que je t'ai posé cette question. Et si tu veux, on productise nos services actuellement en incluant cette mise à jour du vol de drone tous les 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Ok. Et comme ça fait un montant annuel fixe. Ouais. Et ça, les communes préfèrent presque dans la gestion des budgets. Ok, trop bien. Ouais, parce que les communes, c'est aussi une histoire. Hein. Ouais. Si tu devais faire rapidement justement une sorte de guide pour les nuls qui souhaitent monter une start-up dans l'immobilier, quels seraient les 5-10 thèmes clés? Je suis très très fier de ma question parce que c'est pas si facile de ça finalement de se dire ok, j'ai une idée, je vais faire une PropTech. Ok, comment je me lance? Ouais. Moi, si je dois en dire un, c'est sonde le marché. Ok. Sonde le marché, et puis même à tous ceux qui nous écoutent et qui ont une idée derrière la tête de se lancer et tout, faites-le déjà maintenant. Allez voir des clients potentiels en disant voilà, j'ai cette idée, est-ce que vous seriez prêt à payer? Et du moment que les gens sont prêts à payer, c'est qu'il y a un marché. Ok. Et si des gens disent c'est cool, mais quand on dit est-ce que vous seriez prêt à payer, ils disent ouais non pas trop, enfin j'ai des alternatives et autres, c'est que c'est pas encore là. Ok. Donc c'est vraiment d'aller vers le marché, voilà, étude de marché, quoi. Exactement. Ok. Et ensuite c'est de créer une équipe autour d'avoir des gens complémentaires. Au tout début, j'ai cherché un cofondateur, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai eu la chance de rencontrer Théo sur LinkedIn, ce qui est toujours fun. Ouais. Mais voilà, d'avoir ces forces complémentaires, on peut se challenger entre nous. Et au niveau financier, quand tu te lances comme ça, est-ce que il faut beaucoup de liquidités? Est-ce qu'il faut les reins solides ou pas? Comment tu as finalement créé et évolué? Alors, je crois que justement, on va en discuter après avec Innovo. Ouais. Mais ça, c'est une des premières questions aussi. Pour moi, un guide pour les nuls, Ouais. il y a est-ce que tu crées un produit qui va te nécessiter de lever 20 millions ou est-ce que tu crées un produit qui va te nécessiter de lever 0 francs, entre guillemets? Je caricature, mais 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Toi, c'est venu comment tout ça? Tout dépend ce que tu fais. Si tu fais une start-up dans le biomédical ou du hardware qui va développer des drones, c'est certainement que tu vas avoir besoin de fonds pour développer ton produit. Nous, on a commencé par du service, donc faire du relevé de drones. J'ai eu la chance d'avoir des gens comme, je sais pas si je peux les nommer, mais d'avoir des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont prêté 2 drones, etc. au début. Okay, ouais. Donc j'ai pas eu besoin de financer cette partie-là, ce hardware initial là, et de faire directement du service. Et c'est ça qui a commencé à mettre de l'argent, du cash, exact, et pouvoir développer l'entreprise. Les premiers stagiaires, etc. Ok. Est-ce que tu as d'autres thèmes clés? Bah là, dans ce guide pour les nuls. Pour compléter sur la levée d'argent, ensuite c'est nos anciens compétiteurs directs qui étaient basés à Zurich, ils ont levé 15 millions et ils ont fait faillite. Ok, c'était qui? Nomoco. Ok. Et d'autres ont levé de l'argent et ça marche extrêmement bien. Donc, c'est pas vraiment... Comment est-ce que tu lèves de l'argent smart, on dit, et comment est-ce que tu peux avoir un investisseur qui va te poser une question tous les jours, toutes les semaines, qui va faire du micromanagement, et qui va perdre espoir et qui va tirer la prise, ou t'en as d'autres, par exemple comme Founderful, où c'est déjà des réseaux d'entrepreneurs qui ont déjà créé des boîtes eux-mêmes, donc ils savent comment ça. Et ils sont là pour plutôt comme être le bras droit et épauler en cas de besoin, challenger là où il faut. Ok, trop bien. Bah, d'ailleurs, Dorian Devic de Backbone disait ça. Il a dit, moi, je préfère avoir un investisseur financier qui nous casse pas trop la tête, plutôt qu'avoir un investisseur technologique qui vient et puis qui justement veut un peu mettre ses mains et faire du micromanagement. Donc ça, c'est très important aussi, le type d'investisseur que tu incorpores dans ta société. Vous avez levé des fonds? On n'a pas levé de fonds. Ok. On n'a pas levé de fonds et souvent au début des startups, tu commences à faire les concours à gauche, à droite, tu peux gagner 10 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Donc ça, pour répondre aussi à ta question sur ces projets, c'est bien, mais faut faire attention de pas perdre toute son énergie là-dedans à faire des business models, des business plans, etc. Et je reviens sur mon conseil numéro 1, il faut plutôt sonder le marché. Parce que c'est pas un membre de jury qui va te dire si ce que tu fais ça marche, c'est le marché et c'est tes rentrées d'argent, c'est le chiffre d'affaires et ça c'est donc nous à un moment donné on s'est rendu compte qu'on perdait presque trop de temps d'essayer de faire des beaux business models, des beaux business plans, des belles slides, mais de l'autre côté le plus important c'est le marché, c'est délivré quoi. Voilà. Ok, trop bien. Et donc tu me parlais de Founderful.
mais tu as aussi été accompagné, parce qu'on en discutait lors du REP, par Innovo, et tu as évolué dans l'écosystème PFL Unil. Est-ce que tu peux m'expliquer tout ce parcours-là, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et j'aimerais bien interviewer quelqu'un d'Innovo prochainement dans ce podcast. Donc il y a Genilem, Innovo, EPFL. EPFL, en fait, on m'a dit, si c'est un lien avec ton master, tu as le statut Startup EPFL. Et ça, c'était vraiment un gros bénéfice, parce qu'il y a ce branding, cette reconnaissance de l'EPFL. Ou si t'appelles un prospect, tu dis t'es une startup, ou si tu dis t'es une startup EPFL, les gens vont t'écouter. Ils vont se dire c'est sûrement quelque chose d'innovant. Donc ça a beaucoup aidé. Et puis on a aussi eu accès à des premiers locaux pendant 1 an gratuit, un coworking space, ensuite 2 ans après réduit. Donc ça c'était vraiment bien. Et ça, même si tu fais, alors toi t'as fait un master, mais par exemple si tu fais un CAS à l'UNIL, tu rentres dans l'écosystème ou pas? Pas sûr. Ok. Ça doit avoir un lien. Normalement, c'est des spin-offs. Oui. Et ça veut dire que c'est un laboratoire où il y a eu un projet innovant et ils convertissent un sujet de recherche en start-up. Trop bien. Et là, il y a même l'EPFL qui détient une part de la société, de la start-up. Toi, c'est le cas ou pas du tout? Nous, c'était pas le cas. Ok. Du coup, on a la chance, on va dire, d'avoir ce statut start-up EPFL sans avoir les parts, on va dire. C'est incroyable. L'appartenance à un labo. Trop bien. Deuxième point, c'est Genilem avant Innovo. Oui. Genilem, c'était vraiment utile parce que déjà ils te challenge, ils te posent les bonnes questions et puis ils ont accompagné beaucoup de gens, donc ils savent ce qu'ils font. Oui. Et ça permet, quand tu commences l'accompagnement, en fait, t'as un fichier Excel et on dit ok. Quid des RH, du marketing, des ventes, de la stratégie, etc. En fait, voilà. Et tu vois en fait que tu as en fait tous ces pôles qu'il faut que tu gères en tant que CEO et qu'il faut pas les mettre de côté. Et c'était super intéressant d'avoir tout ça devant les yeux et de savoir maintenant sur quoi est-ce que tu te concentres, qu'est-ce que tu peux mettre de côté pour l'instant, qu'est-ce qui est good enough, assez bon pour l'instant et tu le reprendras plus tard, ou là où c'est crucial, il faut recruter des gens, avoir des gens complémentaires. Et ça, t'étais accompagné, parce que je sais qu'il y a des gens qui participent au concours mais qui gagnent pas, ou qui gagnent et gagnent 30 000 francs. J'ai des petits contacts, j'ai créé 1 ou 2 produits avec eux dernièrement pour la partie des commerciaux. Ça, et puis Chris Aldi d'ailleurs, qui a une connaissance amie à moi, qui a fait le premier podcast et qui a eProperty, je pense que tu connais Christopher Aldi, est passé aussi par la filière Genilem. Toi, Genilem, ça s'est passé comment du coup? T'as postulé une postulation, il y avait une série de pitchs et puis ils prenaient après 2 ou 3 pitchs quelques lauréats et c'est eux qui accompagnaient. Et nous, on a eu la chance de faire partie de ça. Et pendant 3 ans, du coup, on a bénéficié de cet accompagnement. Ça, c'est génial. Et puis pour Innovo, du coup? Innovo, du coup, il y avait 2 éléments. Il y avait un support qu'on n'a pas reçu parce que on était perçu comme une start-up qui ne crée pas forcément quelque chose de nouveau, mais qui mettait en place des processus existants pour créer quelque chose de nouveau. Google Earth sous stéroïdes, quoi. C'est presque de l'optimisation. Donc ça, j'étais presque un peu déçu qu'on n'avait pas eu ce petits fonds, parce que je trouve que c'est justement ces fonds-là qui devraient être mis à disposition des startups un peu innovantes qui essayent de pousser, de créer quelque chose. Mais ce qu'on peut avoir comme support, c'est le programme Synergie, qui est super intéressant. C'est 3 sociétés qui se mettent ensemble pour créer un nouveau produit. Ok. Et du coup, nous, on avait pu faire une collaboration avec Swiss Inspect, Drone GVA, et il y avait aussi Suisse Topo qui faisait partie du pool. Et l'idée, c'était de voir comment, pour les municipalités, on pouvait faire un jumeau numérique qui était à la fois photoréaliste, en nuage de points et en données sémantiques pour pouvoir aussi automatiser les calculs de fenêtres, de toitures, etc. Mais eux, Suisse Topo, c'est pas des startups. Suisse Topo, non, c'est pas forcément des startups. Il faut l'idée, ça peut même être des boîtes qui existent depuis longtemps, mais vraiment de se mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et idéalement, le but c'est que ça fasse naître un nouveau produit, voire même une nouvelle boîte. Sur le marché. Et c'est qui porte le projet? C'est toi qui es venu avec cette idée en disant il faut ces 3 prestataires en plus, ou c'est des personnes qui sont innovants qui se disent tiens, là j'ai comme dans des tiroirs, j'ai ces 3-4 entreprises, hop, je sors des tiroirs, je les mets ensemble et on essaye de trouver la formule magique? C'est de l'entrepreneuriat, donc ça va devenir des entrepreneurs qui vont mettre les idées en commun, voir s'il y a quelque chose qui peut se faire. Donc ça vient souvent des porteurs de projets. Trop bien. Donc des workshops, à travers des workshops ou des choses comme ça. Exactement. J'imagine.
Trop bien. Et avec le recul, est-ce que tu penses qu'en Suisse romande, on peut lancer une startup ambitieuse sans cet écosystème-là, c'est-à-dire sans Genilem, sans Innovo, sans pardon, c'était qui le premier déjà Genilem. Non, Genilem, Innovo, puis avant on avait parlé d'un troisième, je sais plus ce que c'était, pardon. Je l'ai aussi perdu, mais ça me fait penser à Venture Kick. Aussi, ouais. Sur lequel on était aussi passé. Il y a aussi Ventures, il y a aussi le Perle. Là, on a gagné un prix aussi. Oui. Donc, il y a vraiment, effectivement, pour mettre le point sur... le PFL, pardon. Le PFL, voilà. Donc, il y a effectivement tout cet écosystème. Sans tout cet écosystème-là, est-ce que tu penses que tu serais là où tu es aujourd'hui? Bonne question. Oui et non. Je pense que ce qui est le plus important dans une startup, c'est la passion de la personne qui porte le projet. Ouais. Ou dans une aventure entrepreneuriale, tu vas te prendre tellement de portes et que ça doit presque devenir fun de prendre ces portes et de trouver un moyen de quand même passer à travers cette porte. Ou de prendre la porte d'à côté. Et du coup, je pense que ce que j'adore aujourd'hui, c'est qu'à l'EPFL même, il y a il y a Founderful Campus, il y a Entrepreneurs Club, et maintenant, il y a justement tout un écosystème. Mais quand j'avais créé justement mon Wikipédia pour étudiants, par les étudiants, il y avait rien de tout ça. Trop bien. Donc, c'est possible de lancer, et je pense qu'il faut être smart pour focaliser sur les bonnes entités, associations qui peuvent faire un tremplin, qui peuvent nous challenger, qui peuvent faire un financement, mais il faut pas se perdre non plus à essayer de vouloir toutes les faire. Ouais. Parce que sinon, on n'avance pas sur son propre Donc, produit. l'écosystème, ça aide. T'aurais pu le lancer tout seul, peut-être aurait été un peu plus long. Voilà. Mais il y a aussi un truc, alors ça, c'est mon avis, mais un entrepreneur qui est passionné, des fois aussi, il loupe le virage. Et il croit qu'il a la solution ultime. Et je pense que ces écosystèmes, justement, aussi, te font relativiser, prendre du recul en disant, OK, ton idée, elle est géniale, mais tu sers quel marché? Dévie un peu de ta territoire parce que ça va quand même t'aider, alors que là, on doit aller droit dans le mur. Ouais. Ça c'est mon avis, mais on parlait de l'EPFL et des spin-offs. Le PFL, c'est une source de cerveau incroyable. Ils font des recherches super pointues, mais les ingénieurs ne sont pas forcément les meilleurs vendeurs. Non, c'est bien connu d'ailleurs. Et du coup, c'est justement d'avoir ces checks, ces challenges, comme tu dis, qu'on te dise, OK, mais alors qui est ton marché? Qui va acheter ton produit? Pourquoi? Quel est son pain que tu essaies de résoudre? Et c'est effectivement, c'est utile justement d'avoir des gens qui te disent la vérité, qui te challenge, et il faut aussi être ouvert d'esprit pour accepter ces critiques, ces remarques, et de savoir s'il faut pivoter ou pas. Ok, trop bien. On va aller vite sur celle-là parce qu'on a déjà répondu, mais quand on développe une boîte innovante, comment tu fais pour garder le bon cap entre intuition, retour du marché et évolution du produit? Alors, on n'est pas le bon exemple parce que on est à fond en train de travailler sur la V2. On pensait que ça allait prendre 6 mois et ça fait déjà 2 ans. Ah ouais. Donc, mais du coup, c'est huge. C'est quand même une grosse V2. C'est une grosse V2 et là, à nouveau, on pourrait faire justement des études de marché pour savoir ce que les gens veulent exactement, quels sont les outils, les fonctionnalités, comment ça fonctionne. Mais on se dit, OK, on fait parler notre intuition, on va faire un premier jet. On va faire selon ce qu'on pense être le mieux pour eux. Donc c'est ce curseur, il est très difficile à mettre et puis faut un peu le mettre au milieu sur est-ce que tu veux faire le truc parfait où tu prends toutes les études de marché mais t'avances, tu vas jamais shipper ton produit tellement tu prends en compte des remarques, ou shipper quelque chose de très rapide et prendre des retours par rapport à ça et faire de l'itératif. Donc toi t'es plus un entre-deux. Et idéalement, pour moi, c'est un peu la méthode Lean. Mais plus tu mets un produit en face des clients, plus tu vas pouvoir avoir un retour concret et itérer et adapter. Donc, je suis plus à essayer de pousser pour quelque chose qui soit assez vite en face du client pour donner des feedbacks. Trop bien. Et je l'avais pas en tête, mais quand tu fais ça, tu me dis que ça fait 2 ans que t'es dessus. Est-ce que c'est aussi parce que tu t'es pris ou pas une claque à cause de l'IA en disant merde, en fait, avec tout ce qu'on a fait, on peut aller beaucoup plus loin grâce à l'IA, ou, attention, l'IA va le fournir gratuitement, et t'as dû redéfinir un petit peu ton produit ou le faire évoluer différemment, parce que l'IA, ChatGPT, c'est arrivé en 2022, fin 2022, pour ceux qui le connaissent vraiment. Est-ce que toi, ça a eu un impact sur l'évolution de ton produit quand même, ou pas du tout? Pas
Pas directement, on va dire, dans le sens où pour nous, le produit, c'est vraiment la plateforme web où on a 3 personnes actuellement à l'interne qui sont en train de travailler. Ça fait 2 ans qu'ils font de la recherche et développement à l'interne. Donc, on finance, on va dire, ces salaires pour faire le développement. Et ce qui prend du temps, c'est que on est à la croisée entre différents métiers, entre l'architecture, avec le BIM, l'ingénieur géomètre avec la précision géospatiale et puis le gaming avec cette visualisation. Et c'est un peu de mettre la bonne architecture web en place pour avoir une plateforme qui soit, comme on dit dans le domaine, scalable, qu'on puisse facilement dupliquer. Et ça, c'est du coup l'équipe utilise l'IA, donc Claude et autres, pour faciliter des développements. Mais ils le font aussi par précaution parce que des fois, ça prend des shortcuts. Donc, il faut quand même un chef d'orchestre qui sait ce qu'il fait pour piloter tout ça. Mais tu utilises déjà Xfield ou pas du tout? Alors, c'est pas encore. Un autre. Ok. Mais par contre, l'IA pour le métier d'infographie 3D, etc., ça on voit de plus en plus, et on voit même des agences qui font de la commercialisation, qui font eux-mêmes des upgrades d'images par rapport aux images qu'ils reçoivent des architectes. Donc ça, c'est sûr que ça vient, c'est sûr que ça va s'améliorer de plus en plus, et on l'intègre dans nos process aussi. Et moi, je le donne au certificat de courtage en immobilier. Avant, et malheureusement, mais c'est quand même une réalité, donc je dois la constater, c'est qu'avant, une image de synthèse d'intérieur simple, où tu mets image non contractuelle. Avant, il y avait des devis où tu payais 1000, 2000 francs ton image de synthèse d'intérieur. Aujourd'hui, j'ai des clients et des gérants techniques qui ont un prompt, mais de 3 lignes, avec ChatGPT+, et ça leur fait des images synthèse d'intérieur, et ils ont payé 20 francs l'abonnement, et ils les utilisent sur les portails immobiliers, juste avec un gros warning, cette image a été utilisée avec l'IA. Et alors c'est dommage, parce que ça reflète pas concrètement la réalité, mais force est de constater que aussi, il va y avoir quand même des soucis pour des agences qui font que de l'image 3D pour de la commercialisation, et qu'il faut avoir un écosystème un peu plus fourni. Exact. Je sais pas si tu partages mon avis, mais en tout cas moi c'est un constat, c'est même pas un avis en fait. Non, c'est un constat, et je suis d'accord avec toi. Et puis faut savoir prendre le virage de l'IA, de l'utiliser, parce que sinon quand tu seras mis face à un compétiteur qui lui utilise l'IA et ses moyens, on va dire, sont dupliqués grâce à ça. Mais ça aussi réduit les barrières à l'entrée, dans le sens où beaucoup plus de gens vont pouvoir se lancer en utilisant l'IA. Donc, faut être smart dans savoir quel est potentiellement un marché de niche sur lequel on veut se focaliser. Est-ce que c'est le luxe? Est-ce que c'est le luxe, pardon, le bois ou autre? Et puis presque se créer un marché de niche là-dessus, où c'est un élément que tu maîtrises à fond. En tout cas, c'est un constat, moi, qui m'attriste, mais c'est quand même une partie de la réalité. Toi, quelle est ta vision aujourd'hui sur la levée de fonds? Est-ce que toi, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément levé de fonds. Est-ce que c'est une idée que tu as quand même en tête de faire un jour un tour de table pour justement avoir peut-être un partenaire technologique qui peut te faire aller plus vite, ou alors avec Namaco, ce frère qui a levé 15 millions et qui s'est cassé la gueule, tu te dis bon ben non, on a la bonne ligne. Si tu me posais la question il y a 2 ans, j'étais presque sur le point de me dire ok, vas-y, maintenant on lève de l'argent. Maintenant, je suis très content de ne pas l'avoir fait, et que ces développements produits qu'on fait à l'interne, elles sont drivées par le marché, elles sont drivées par les retours de ceux qui nous payent. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Par contre, on ferme pas la porte. Si à un moment donné, dans 1 an, on dit le produit il est prêt, et puis maintenant faut mettre un énorme coup pour le développement avant que la concurrence nous rattrape, ou que sais-je, ça, on ferme pas la porte. Et mais la levée de fonds, ça va plus dépendre du produit que la boîte développe, bien sûr, s'il y a besoin, mais surtout il faudra être bon pour aller choper le bon fonds ou le bon business angel qui va pouvoir t'ouvrir des portes, ou son réseau. Donc c'est ça le plus important, on va dire, dans la smart money. Quand tu lèves des fonds comme ça, il faut aller en Suisse allemande après. Alors, je sais pas si vous y êtes déjà. Puis après, comme Backbone ou Real Advisor, l'étape d'après, c'est l'Europe. C'est pas toujours évident dans tous les pays. Puis après, idéalement, c'est le monde, Je sais pas si tu as des ambitions de passer déjà en Suisse allemande, c'est déjà le cas. Ou l'Europe par la suite, je sais pas. T'as ça dans la roadmap, c'est dans l'idée?
Ça fait partie du plan. Au tout début, je pensais créer une boîte de plusieurs centaines de personnes. Je voyais les choses en très grand. Là, on se dit que d'être une petite boîte, ce qui est génial, c'est qu'on est ultra agile. Et du moment qu'il y a une idée, le jour même, on l'applique et on parle directement aux bonnes personnes. Et c'est ça qu'on n'a pas envie de perdre. Ok, ouais. Du moment que la V2, la plateforme, elle sera là, en fait, on a tellement de potentiel de croissance. On peut faire des franchises, on peut créer des nouvelles antennes, on peut avoir des entités qui vont déployer notre plateforme chez des clients. En marque blanche, voilà. Un peu comme Taillot fait avec... exact. En marque blanche, on y croit beaucoup dessus. Donc en fait, on le prend étape par étape. Ok. D'abord la V2. Là, on se focalise principalement sur la Suisse romande, mais ça nous a pas empêché d'avoir des projets en Suisse alémanique, aux Pays-Bas, en Égypte, etc. Mais proactivement, on reste en Suisse romande parce que le marché au final est assez grand et suffisant pour avoir les retours de marché pour développer notre produit. Et dès qu'il est prêt, là, on va aller plus loin. Ouais. On va après, peut-être, je pense qu'il y a des règlements aussi dans d'autres pays. C'est peut-être pas aussi facile. Exact. Avec tout ce que tu as vécu jusqu'ici, donc maintenant ça fait 5 ans que tu as la boîte, et que tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais pas ou différemment? C'est une bonne question. Je pense que dans le domaine du développement immobilier, quelque chose de super important, c'est le réseau. Ok. Et d'avoir les bons contacts. Et au final, c'est presque un petit monde. Et quand on commence et qu'on n'a pas de réseau, ça va être beaucoup plus lent de recommencer. Donc ça serait, je pense, si je ferais quelque chose de différent, ça serait de m'associer ou d'avoir quelqu'un qui connaît très bien le marché. Ouais. Donc ça, des développeurs immobiliers et des communes potentiellement. Oui. Mais sinon, aujourd'hui, je ferais pas vraiment quelque chose de différent dans le sens où l'équipe en place, il y a 100% des personnes sont au bon endroit. C'est des tueurs, on s'entend super bien. Ça roule, quoi. Ça roule. Donc, trop bien. Ouais. D'un point de vue marketing, moi, on a parlé un peu en off où t'étais pas le meilleur dans cette partie, mais chacun ses compétences. Ouais. Comment tu fais aujourd'hui pour vraiment adresser ton marché? Alors, je sais que t'as une présence au REM. Et puis ensuite, est-ce que t'as d'autres canaux? Il y a effectivement la présence aux événements comme le REM et les différents événements qu'ils font. Il y a IMO 26 à Zurich. Ça, c'est important. Il y a le MIPI, Macan et les soirées qu'ils organisent aussi autour de ça. Ça, t'es allé? Oui. Ok. Et c'est génial. Donc il y a tout ça. Ensuite, il y a la présence sur les réseaux. Oui. Et c'est là où je suis presque un peu frustré parce que chaque projet qu'on fait, c'est un potentiel marketing énorme, vu que tout ce qu'on fait, c'est très visuel. Oui. Et là, actuellement, c'est moi qui me dis une fois par mois, merde, faut que je publie, ça fait trop longtemps. Bon, ça, on dit toujours, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de responsable marketing à l'interne. Okay. Mais on serait intéressé et je suis à la recherche d'un ou d'une marketing responsable qui aurait un peu les mains à tout faire, un peu chef d'orchestre. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel avec ce qu'on fait et le marché. Et puis là, en parallèle, on lance une série de vidéos reportages de use case qu'on va pouvoir publier, enfin mettre sur les réseaux. Et ça, je me réjouis de voir le retour où c'est un peu sorte de YouTuber pour le développement immobilier, pour les nouvelles technologies, comment c'est appliqué, avec des cas concrets. Ok, trop bien. C'est vraiment montré, je pense, les gens commencent à bien entendre, connaître Ouzofly. Ils font de la modélisation 3D, mais on ne sait pas encore pourquoi c'est utile concrètement. Et c'est ça le faut but adresser encore un peu mieux le message. Alors moi j'ai des contacts, donc je pourrais peut-être t'en donner s'il y a des gens, si vous engagés à l'interne. Sinon on en reparlera. Vu que je suis un CMO externalisé. Exact. Avec l'IA, tu vois comment l'avenir de ton produit est plus globalement dans le monde dans lequel on se dirige. Alors on a déjà un petit peu teasé avec justement, je pense qu'il y a des choses dans l'IA qui vont poser des soucis quand même, parce que 1 + 1 = 2, et donc du moment que la donnée est objective, pour l'IA c'est facile à traiter. Le monde de la comptabilité, enfin il y a des choses qui vont être compliquées. Toi tu le vois comment? C'est un sujet très vaste. On pourra en discuter des heures. Il y a plusieurs choses. Nous, on le voit vraiment comme un outil de travail. Et pour tout ce qui est de l'infographie 3D, on le voit vraiment comme une puissance supplémentaire pour aller chercher de plus en plus les plus gros projets et avoir de la très bonne qualité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on va toujours garder.
parce que le but aussi, ce sera de mettre nos données photoréalistes à disposition de plein de studios et que eux-mêmes pourront faire leur visuel aussi grâce à ça. Donc, mais on veut garder un pied dedans pour montrer, pour rester toujours à la pointe. Tu devrais leur mettre, alors je réfléchis, peut-être je devrais le facturer, c'est peut-être pas une bonne idée ce que je vais dire, mais tu devrais peut-être mettre un agent IA Usufly à disposition de tes clients. Voilà. Tu leur mets un petit OpenClaw derrière avec un petit routeur qui fonctionne tout seul. Alors, ou un assistant tout simple, hein. Mais ça pourrait être pas mal. C'était le point d'après, c'est de dire que dans nos plateformes web communales, on pourrait avoir ensuite un prompt, ça dit, va sur la commune de X, trouve-moi les 10 parcelles où il y a le potentiel à bâtir le plus important. Oui. Crée-moi ces 3 études de faisabilité. Oui. Bon, ça, c'est du Popetti, presque. C'est du Popetti. Il y a aussi du Eratos que j'ai rencontré, justement, au REM aussi. OK. Donc, c'est à la fois soit de l'IA pure du cloud ou soit de créer un pôle de connaissances ou d'experts. Oui. Et on va venir plugger des, il y a aussi, pour tout ce qui est LLM, Deep Alps. Oui. Qui fait le chatbot sur la commune de Saint-Sulpice, par exemple. Mm-hmm. Donc, il y a plein de potentiel. Et pour revenir sur cette idée un peu d'infographie, mais nous, on voit très bien un produit dédié pour les architectes. Ils peuvent drag and drop leurs fichiers. Et ensuite, dans l'environnement photoréaliste, ils prennent un screenshot, ils demandent à Claude, ChatGPT, améliore-moi cette image. Et voilà. Ils font eux leurs images. Et les études de faisabilité, aujourd'hui, on a des plans. Et si on est très bon, on a 1 ou 2 images de synthèse, mais souvent on n'a pas le temps. Bah là, les architectes qui utiliseront ça, ils pourront se démarquer avec déjà une image pour donner une vision. Okay. Et de se démarquer de ceux qui n'utilisent pas l'IA. Et ça, t'as déjà un projet pilote ou pas du tout? Parce que si c'est pas le cas, j'ai quand même des clients dans l'architecture. Je pense qu'il y en a un ils sont très jeunes aussi, je pense qu'ils pourraient être intéressés, mais on en discutera aussi. On en discutera, mais d'ici la fin de l'année, ça devrait être opérationnel, ce produit. Très bien. Et pour finir, après, il y a juste un mini quiz, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Non. Presque plus pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une idée derrière la tête qui vous trotte, lancez-vous, go. Oui. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'en parler à mon entourage. Et en fait, d'en parler, d'en discuter. Faut faire attention parce que les gens, des fois, ils aiment bien la sécurité. Donc, faut pas écouter tout le monde, mais faut écouter son instinct. Oui. Mais le fait d'en parler, ça va un peu cristalliser l'idée et ça va permettre de se lancer. Ok, trop bien. Merci beaucoup. On va vite finir par un petit mini quiz, je vais y arriver. J'achète, je vends. Okay. Donc c'est vraiment 5 petites questions. L'IA dans l'IMO, révolution ou effet de mode? Alors c'est pas vraiment j'achète, je vends en fait, pardon. Révolution ou effet de mode? Je vais faire la phrase bateau. Entre les deux. Enfin, c'est une révolution, faut savoir la saisir. Plutôt révolution. Levée de fonds ou rester indépendant? Rester indépendant jusqu'à ce qu'on ne puisse pas faire autrement que la levée de fonds. Croissance rapide ou croissance maîtrisée? Rapide, c'est mieux d'aller toujours rapide, mais faut quand même faut pas brûler les étapes et être bankrupt et pas pouvoir payer les salaires. Penser en Suisse ou penser international tout de suite? D'abord en Suisse. Du moment qu'il y a un produit en Suisse qui marche, là on peut se poser la question de l'internationalisation. Généralement, c'est plus compliqué de sortir de la Suisse que de faire venir un produit en Suisse. J'en ai parlé avec tous les gens qui ont des PropTech et que j'ai interviewé, que ça soit Christopher Aldi, que ça soit Dorian, que ça soit là je n'ai plus en tête, j'en ai fait 7 ou 8. Ouais. C'est toujours plus difficile de sortir de la Suisse que nos concurrents de venir ici. Et même la Suisse alémanique, c'est presque un autre pays. C'est Rochtigraben quoi. Ouais. Chez un entrepreneur, tu choisis quoi, la vision ou l'exécution? Vraie question, hein. Il faut les deux, mais je dirais plus l'exécution. Ok. Ouais. Alors moi, tu vois, pour le coup, là, je suis plus vision. Parce que je trouve que l'exécution, il te faut une armée de gens. Ouais. Parce qu'on n'est pas bon partout. Alors toi, toi, t'es plutôt un ingénieur à la base. Ouais. Donc c'est vrai que t'as toute la partie technique. Ouais. Donc c'est vrai que je comprends que t'es cette partie exécution. Ouais. Ça dépend un petit peu des gens, effectivement. Ouais. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le tas, d'aller dans le marché, de tester, de valider, d'itérer, de pivoter, qui est important. Et ça, faut aller dans le tas, faut y aller. Trop bien. Ok, écoute, merci beaucoup Romain. J'espère qu'on pourra faire le point d'ici quelques années. Avec plaisir. Et merci beaucoup d'avoir participé au podcast Real Insiders. Merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Merci à toi. À bientôt.
Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.